Bonjour à toutes et tous et merci de participer à cette matinale du sol avec au programme aujourd'hui mobiliser l'ensemble du droit pour préserver la santé des sols. On part pour 30 minutes de matinale avec un temps de questions-réponses et la participation de ma collègue Judith Sébert aux échanges juste après. Donc, euh, pour mieux distribuer la parole et gérer toutes les réactions, je vous invite à mettre votre nom, votre prénom, votre lieu de résidence et les questions préalables dans le chat. Nous pourrons ensuite y répondre. Donc, merci. On avance donc deuxième jour de cette semaine des matinales du sol. Hier, nous avons été à la découverte des pratiques agricoles durables pour les sols. On continuera dans la semaine avec les sols urbains, mercredi, forestier jeudi et la biodiversité du sol en clôture ce vendredi. Pour ce matin, donc après un retour rapide sur la démarche pour des sols vivants en PACA, nous aurons un tour d'horizon du sol dans le droit afin d'identifier les différents enjeux du sol dans le droit, quelle est sa place, quels sont les degrés de protection qui peuvent être mobilisés ou qui sont absents. Et, euh, et avant de passer justement à un cas pratique autour de l'exploitation d'une installation classée protection de l'environnement, donc ICPE, et les différents leviers à actionner pour ce type d'exploitation, levier juridique à actionner pour préserver les sols. Avant donc un temps de questions-réponses, vous aurez toutes et tous la parole. Le projet Sol Vivant, qui est un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette matinale, est un projet financé par l'ADEME sur 3 ans. On est à peu près à 2 ans et demi du projet. C'est un projet partenarial avec d'autres associations en région. Nous avons 5 sites d'études et surtout des contenus pédagogiques, des mises en dialogue d'acteurs, comme on le fait aujourd'hui, qui ont déjà eu lieu et qui auront surtout lieu l'année prochaine, avec notamment des visites de sites commentés à destination des experts. Et la thématique de la protection juridique des sols se tiendra donc sur les étangs de Villepé, dans le Var, avec notre partenaire TDVN 83. Donc voilà pour le tour d'horizon qu'on a fait du projet. Mais quel est le tour d'horizon du sol dans le droit? Ici, on retrouve donc une sélection. C'est juste une synthèse, pas forcément exhaustif, mais nous en sommes conscients. Mais il fallait essayer d'identifier quelles sont les évocations du sol dans le droit, quel est son niveau de protection éventuel, et surtout comment le mobiliser, c'est ce qu'on verra juste après. Il faut savoir qu'en 2017, la Fédération nationale de France Nature Environnement, en lien avec d'autres organismes de protection de l'environnement, demandait la création d'un titre dans le Code de l'environnement dédié au sol. C'est chose faite aujourd'hui, depuis la loi Climat et Résilience 2021, mais ce titre ne présente que les grands principes du sol comme milieu naturel, et donc ne permet pas une protection forte. Il s'agit ici d'assurer la protection du sol, et c'est un défi. On le retrouve donc avec un peu cette classification en allant du droit civil au droit de l'environnement. Le droit civil étant celui qui peut-être s'impose le plus et le plus clairement au sol avec le droit de propriété, qui évidemment emporte la surface, le sous-sol. Et donc ici, on a vraiment une limite à l'action qui peut être faite sur les sols et de contrôle d'atteinte qui peuvent y être faites. Justement, la professeure des universités Carole Hermont citait que le sol est un anglement du droit car il n'est pris en compte que dans certains de ses aspects et non dans son entièreté. Et c'est ce que l'on voit ici, donc justement sur le volet foncier ressemble, qui rassemble aussi également d'une certaine manière le droit rural et le droit de l'urbanisme, parce que pour le droit rural, on a justement un encadrement des exploitations agricoles et du droit qui est fait pour les différentes exploitations agricoles justement de produire sur ces espaces agricoles. Et ensuite, il y a une législation particulière qui s'opère pour ici la vente de terrains agricoles. Et quand on est sur des thématiques foncières pures, on arrive dans le droit de l'urbanisme, qui est une compétence ou même des compétences particulières des collectivités territoriales, qui gèrent
destinations qui peuvent être faites de ce sol. Ici, avec surtout un gros basculement en 2021, puis 2023, avec la loi climat et résilience qui introduit la démarche ZAN, puis la clarification en 2023 de cette loi, qui justement vient encadrer l'artificialisation et créer une nomenclature d'artificialisation des sols, qui distingue donc des espaces artificialisés et non artificialisés à partir de 2031. Donc, une avancée peut-être pour la clarification des couverts qui peuvent être faits du sol, mais on ne protège pas en tant ici que milieu naturel ou qu'écosystème. Justement parce que, et il y a des discussions qui sont en cours à ce sujet, le droit ne pose pas de critères de qualité ou de santé des sols. Des valeurs limites à ne pas préserver, qui sont justement des valeurs limites à préserver, qui sont justement ce qu'on va voir plus tard sur la pollution, la gestion des risques des sites et sols pollués. Ce qui me fait le lien justement avec le droit de l'eau et le droit de l'environnement, parce que sur le droit de l'eau, depuis la directive 1992 sur l'eau, on a une protection importante des captages d'eau potable et des atteintes qui peuvent être faites à ce, à ce bien commun. Et donc, on a beaucoup d'atteintes en termes de polluants, de diffusion des polluants qui peuvent être faites dans le sol au titre de la loi sur l'eau. Donc, on va voir comment on pourra les mobiliser un peu plus tard avec la discussion sur le suivi d'une exploitation ICPE. Pour le droit de l'environnement, justement, il y a ce titre ici au Code de l'environnement, mais préserver la qualité et le fonctionnement des sols et la santé des écosystèmes humains et naturels, c'est justement un grand principe qui est dicté, mais on ne trouve pas encore aujourd'hui de dispositions réglementaires ou législatives assez concrètes et précises pour qu'elles encadrent les atteintes qui peuvent être faites au sol. On voulait donc essayer de vous présenter deux régimes de protection un peu plus concrets qui sont applicables mais qui sûrement ne vont pas assez loin sur le sujet des sols, mais qui permettraient d'être un cadre d'intervention assez intéressant. Donc, on a la procédure de l'étude d'impact environnemental, créée en 1976, pour analyser les atteintes possibles d'un projet sur l'environnement, ainsi que ensuite le droit des CPE et le sol. Sur la procédure de l'étude d'impact, si vous voulez, il y a une obligation de référence au sol avec différents critères qui sont établis et qu'on détaillera dans un plaidoyer à la suite de ces vidéos, mais justement qui ne permet pas et qui ne couvre pas de vraies propositions à la fois d'évitement, de réduction des impacts et de compensation des atteintes qui sont faites au sol. La démarche ERC, qui est une démarche qui s'applique pleinement à la suite d'une étude d'impact environnemental et sur la proposition du projet qui sera faite, ne permet pas et ne prend pas assez en compte la restauration de ces sols ou des atteintes qui lui sont faites. Et dans le même temps, nos retours d'expérience un peu de terrain font que les analyses de sol qui sont faites et les critères pédologiques retenus ne permettent pas justement de connaître assez finement les enjeux du sol sur l'espace donné, l'espace d'analyse de cette étude d'impact environnemental. Pour le droit des ICPE et le sol, ici on rentre dans un domaine qui est beaucoup plus poussé, qui est celui de la pollution du sol et qui est justement abordé par le droit des CPE, parce que ce qu'on connaît principalement, c'est vraiment cette démarche ce terme pollueur-payeur et les atteintes qui peuvent être faites au sol lors d'une exploitation et à la fin d'une exploitation. Il y a une obligation de remise en état. Cette obligation de remise en état est cependant très peu souvent appliquée justement et de manière assez concrète et efficace. Et donc, on essaiera juste après de détailler un petit peu plus comment pousser en ce sens. Par contre, il y a quand même dans la législation des délits qui s'attachent à justement condamner les atteintes qui peuvent être faites au sol. Et on parle ici surtout de la mauvaise gestion des déchets et des écocides. C'est-à-dire que quand il y a un délit de dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l'air, du sol et de l'eau, qui est faite suite à un dépôt caractérisé de déchets de tout type.
Et donc l'écocide relevant du même cadre d'analyse, mais avec ici une démarche d'intentionnalité de cette atteinte. Ces deux délits donc permettraient euh, de condamner une atteinte au sol liée à un dépôt de déchets. Cependant, aujourd'hui, on ne le connaît que très peu et on ne voit que on ne l'a pas encore vu appliqué justement pour des atteintes qui soient faites au sol. Donc, des délits difficiles à caractériser, différents droits qui se recoupent, donc une thématique, comme vous le voyez, complexe à synthétiser et surtout complexe à appliquer. Aujourd'hui, on attend beaucoup d'une démarche de l'Union européenne sur la directive cadre pour la restauration des sols, qui était justement en bonne voie avant le changement de mandature de la Commission. Normalement, c'est une directive qui devrait revenir et qui porterait sur un suivi de la qualité des sols en Europe et des objectifs de restauration. Cette directive dite de monitoring, donc de suivi, devrait arriver rapidement. Elle aura ses limites, évidemment, mais elle permettra quand même d'avoir une cohérence et surtout de définir des critères concrets de santé des sols qui pourraient être partagés par toutes et tous. Donc voilà ce tour d'horizon. Il nous faut maintenant essayer d'aller un peu plus dans le concret autour d'un cas pratique. Ici, nous avons pris l'exemple, et il sera détaillé dans le plaidoyer qui joindra cette matinale et cette vidéo. C'est donc le cas d'une installation classée protection de l'environnement, soumise à étude d'impact. Il y a différents critères, donc on parle d'une installation classée protection de l'environnement qui serait soumise à étude d'impact, avec 3 étapes en amont du projet, pendant l'exploitation et après l'exploitation. Ici, c'est intéressant de se demander sur justement ce qu'on disait, l'étude d'impact, la séquence ERC et l'arrêté d'autorisation en amont du projet, parce que beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. Ensuite, ma collègue Judith CPR vous présentera les enjeux au moment de l'exploitation, avec notamment le suivi et les atteintes, et on évoquera ce sujet de la dépollution et de la remise en état, qui est évidemment un sujet un peu central, mais qui a déjà fait qui est déjà le sujet de nombreuses recherches et études qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Donc, en amont du projet, ces 3 points, l'étude d'impact, qui est encadrée par la législation, comme on le disait juste avant, doivent prendre en compte différents enjeux environnementaux, notamment le sol. Et justement, on sait que c'est très faible aujourd'hui et que ce n'est pas forcément en lien avec un principe de proportionnalité justement établi sur les atteintes qui soient faites au sol et les procédures de suivi de compensation qui seraient justement en balance de ces attentes. La séquence ERC n'est que rarement importante pour le sol, ce qu'on disait juste avant, mais il faut qu'on lui apporte une plus grande place. On essaiera de détailler ça dans notre document pour en avoir un aperçu avec justement des propositions de compensation. Et évidemment, l'exploitation d'une CPE se joue au moment de l'arrêté d'autorisation. Ici, prenons le cas d'un arrêté d'autorisation préfectoral qui justement valide les prescriptions qui sont faites au maître d'ouvrage pour encadrer les incidences du projet et les incidences pendant l'exploitation du projet. Et justement, il faut avoir ici une plus grande attention portée au sol, c'est-à-dire des détails dans cette autorisation et dans ces prescriptions qui encadrent plus concrètement les atteintes faites au sol et surtout le suivi qui est fait au long cours de ce projet. Et là, c'est là où je passe la balle à ma collègue Judith, qui va détailler les enjeux pendant l'exploitation du projet. Dans la séquence ERC, il y a quand même l'obligation de prendre en compte, donc il y a la thématique déchets dans les atteintes, à savoir que la gestion des déchets peut être enfin voilà, les déchets peuvent être une source de pollution pour les sols. Et donc dans la séquence ERC telle que l'a expliqué Paul, il y a une obligation de prendre en compte la gestion des déchets. Euh, donc, euh, et à savoir aussi, comme cela a été dit, la pollution des sols par la gestion des déchets est un délit, mais qui est très difficile à caractériser. Et en fait, voilà, on n'a jamais, enfin moi, je n'ai pas trouvé de jurisprudence sur la question. Et enfin, sur le volet santé, l'exploitant d'une ICPE peut voir sa responsabilité pénale engagée
sur le fondement de la mise en danger de la vie d'autrui. Donc c'est ce qu'enseigne un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2019 qui est assez intéressant parce qu'ils retiennent justement le délit de mise en danger délibérée d'autrui. Pour la première fois, ce délit est retenu en raison de nombreuses pollutions toxiques produites par une ICPE. Mais dans ce cas d'espèce, c'était au niveau de la pollution de l'air. Mais des avocats soulèvent que cette décision pourrait sûrement être généralisée à la pollution des sols lorsqu'elle génère des risques d'augmentation des cas de cancer ou de maladies graves. Donc voilà, c'est un levier qui peut être intéressant pour des futurs contentieux. Je repasse la parole à Paul. Merci Judith pour cette explication sur le temps de l'exploitation. Et donc, pour terminer, on voulait évoquer, parce que c'est un cadre réglementaire connu, impactant et qui est appliqué depuis longtemps, qui est celui de la dépollution et de la remise en état. On touche ici à des principes que vous connaissez sûrement toutes et tous, qui sont celui du pollueur-payeur et donc des obligations pour un exploitant d'ICPE une fois la cessation d'activité enclenchée, de remettre le site en état, donc c'est-à-dire le dépolluer dans le cadre d'un nouvel usage déterminé. Et ici, on le sait, cette dépollution est de facto très rarement de qualité, une remise en état très rarement de qualité, ou au moins dans le temps assez longue, et donc les impacts sur le sol, l'air, la distribution des polluants dans l'espace est assez importante, et donc on voulait l'évoquer. Cependant, c'est un cadre juridique qui est connu, sur lequel il y a énormément de législation et de jurisprudence, donc on ne proposait pas un détail aujourd'hui, il y en aura un dans notre plaidoyer juridique, mais on ne voulait pas forcément concentrer l'ensemble des énergies sur ce sujet, sachant que, qui plus est, notre financeur qui soutient ce projet, l'ADEME, a une expertise assez importante sur les questions de sites et sols pollués, et donc on pourra renvoyer vers eux au besoin. Donc ici, avec Judith, on voulait vous proposer cette double démarche autour donc un tour d'horizon des références au sol et des niveaux de protection du sol dans le droit et dans l'ensemble des codes. Et ensuite, ce petit cas pratique qui caractérise en fait les limites peut-être de la prise en compte du sol et des atteintes qui lui sont faites dans l'exploitation d'une ICPE. Donc, je vous propose, donc, si vous avez des questions, je regarde dans le chat, vous pouvez également lever la main. On part pour 10 minutes de questions-réponses. Je peux peut-être voilà, rebondir sur une des premières questions qui est dans le chat et après, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Donc, on avait une première question de monsieur ou madame Belli. Bonjour à tous, des éventuelles démarches concernant une évolution du cadre réglementaire sont-elles en cours? Alors, de facto, on n'a pas connaissance d'une mise à jour réglementaire au niveau national droit de l'environnement. Comme on le disait, les dernières mises à jour sont assez importantes sur la réglementation autour de l'artificialisation des sols et l'introduction d'un titre au Code de l'environnement par la loi Climat et Résilience d'août 2021, qui a aussi été clarifié par une loi de simplification en 2023, en juillet 2023. Donc, cette nouvelle détermination des critères de l'artificialisation des sols est quand même une avancée assez importante. Donc, il y a une nomenclature qui existe à ce titre-là, mais qui concerne le droit de l'urbanisme. Cependant, ça a quand même un impact sur la couverture du sol. Ensuite, l'évolution du cadre réglementaire interviendra rapidement par la directive 4 de l'Union européenne sur la restauration des sols, qui est vraiment en phase de validation. Il faut juste que la nouvelle commission soit en place. Et donc, je pense qu'on aura une traduction dans le droit français d'ici 2 ans de cette restauration. Et donc, c'est un cadre d'évaluation de la qualité des sols. J'espère que ça vous... Peut-être qu'on n'a pas connaissance de tout. En tout cas, c'est ces deux éléments que je vois comme les plus récents ou à venir. Donc voilà. Donc après, on avait une autre question de Perrine Bernard. Quelles sont les obligations en matière de mise à jour et de diagnostic de pollution lors du suivi? Y a-t-il des analyses obligatoires? Je pense, Judith, que tu as un peu la réponse sur la première question. Donc, les obligations de mise à jour et de diagnostic de pollution, c'est dans le suivi. Je te passe la parole.
Oui, donc quelles sont les obligations en matière de mise à jour et de diagnostic de pollution lors du suivi? À savoir que cette obligation de mise à jour, enfin de tenue d'un état de la pollution des sols, c'est seulement lorsqu'il y a un changement notable dans l'exploitation. Donc voilà, ça, c'est ouvert à interprétation. C'est assez flou en fait, hein, ce terme du législateur. Qu'est-ce qu'un changement notable? Et du coup, à chaque fois qu'il y a ce changement, ces changements notables, les obligations, ben, à mon avis, c'est des expertises, voilà, c'est des analyses de qualité des sols pour en fait, en réalité, la visée de ces analyses et expertises, c'est tenir un état des lieux des pollutions et parce que si le nerf le nerf du sujet, c'est euh, quand ça va changer d'acquéreur, en fait. Donc là, c'est du droit, plus du droit civil. Paul montrait qu'il y avait plein de droits qui étaient mobilisés pour quand on parlait de la protection des sols, mais aussi, voilà, dans quel état va récupérer les sols, la personne, le futur acquéreur. Donc en fait, il doit y avoir un état des lieux, mais qui n'a absolument pas d'obligation de dépollution. C'est ça qu'on regrette. Je me permets Ouais. de rebondir, Judith, pour des exemples, par exemple, d'un changement notable. Ça peut être, par exemple, le propriétaire ou l'exploitant, surtout, souhaite rajouter une installation, ça peut être une chaudière pour certaines CPE, ou justement un changement de propriétaire, ou encore on réaffecte l'utilisation d'une installation à une autre chose. Donc, soit même pour la rendre plus efficace, ou justement le fait qu'elle ne fonctionne plus et du coup on change l'installation. Pas vraiment que certaines parties. Et ça peut du coup correspondre à des changements notables. Et du coup, là, en effet, on effectue un état de pollution des sols. Donc là, les analyses à ce moment-là sont obligatoires. Voilà, c'est ça. Pour répondre. Oui, tu peux- Donc, justement, je vous fais part des autres questions. On voyait une question de Patrick Merlot. Avez-vous peut-être commencé à recenser des affaires judiciaires qui pourraient servir d'exemple aux citoyens des cas concrets d'application de ces droits? Alors, Patrick, alors c'est très vaste comme question, donc on va avoir du mal à faire une synthèse en 2 secondes. Mais dans le cadre de notre plaidoyer, qui est vraiment là, vous avez vu une synthèse extrêmement rapide de notre plaidoyer qui recense un certain nombre de jurisprudences qui, qui prennent en compte les sols ou qui ne les prennent pas en compte. Et donc, c'est aussi des limites qu'on voulait établir. C'est aussi un constat, peut-être ici, un constat un peu d'échec de l'application du droit du sol dans certains cas. Mais on aura une certaine liste d'affaires judiciaires qui peuvent servir d'exemple pour l'application de ces droits. Et en tout cas, c'est celle qu'on essaiera nous aussi de mener, des contentieux judiciaires à l'avenir en application de ces droits. Donc oui, le plaidoyer qui sortira le 16 décembre aura un peu plus de détails, mais là, ce sera dur de vous donner une couverture rapide. D'autres questions? Vous pouvez également lever la main et prendre la parole au besoin. Je crois. On voyait aussi la question sur les analyses obligatoires. Oui, justement, ça, on n'a pas eu la capacité ni l'expertise, nous, d'apporter un regard sur le cadre d'analyse qui devrait être réalisé pour les pollutions du sol. Mais justement, on est en veille à ce sujet et en dialogue avec les bureaux d'études que j'évoquais tout à l'heure pour proposer aussi un cadre plus particulier à ces analyses de sol pour qu'elles soient aussi plus qualitatives. Voilà. D'autres réactions, d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. On a justement un partage donc, du règlement sur la restauration des sols par Madame Pintus, merci. Un lien aussi avec les études sur les sites et sols pollués. Donc, les éléments du chat seront un peu les éléments partagés dans le chat seront aussi mis un peu au compte-rendu de ces échanges qui sera publié plutôt autour du 16 décembre. Là, on a des petits commentaires sur les missions de l'OFB sont réaffirmées par la puissance publique car en ce moment elles sont attaquées. Tout à fait,
on est aussi en lien avec ces problématiques que sont celles de l'Office français de la biodiversité en ce moment. C'est les atteintes qui lui sont faites ont aussi été faites au mouvement FNE à différents endroits. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut pas forcément il faut rester en alerte pour ne pas forcément permettre que les atteintes se multiplient. Euh, voilà. Dans les autorisations préfectorales d'autorisation des ICPE agricoles, il y a souvent des prescriptions sur les sols et sur l'épandage. Oui, oui, tout à fait. Nous, on s'est focalisé, dans notre analyse avec Judith, plutôt sur au départ, notre cas pratique, celui qu'on espérait, c'était un exemple un peu typique qu'on avait en région PACA, qui était celui d'une ICPE de très grande taille, type entrepôt logistique. C'était ça notre point de départ. On voulait qu'il y ait une prise en compte plus élargie dans ce type de projet de la question des sols et non pas uniquement dans les projets les plus impactants pour l'environnement. Donc, on a dû revenir dessus parce que justement, le droit des ICPE est un droit extrêmement complexe et très très vaste et qui ne nous permettait pas d'avoir une synthèse intéressante pour la question du droit du sol. Mais pour rebondir, si je me permets, justement, c'est que ces grosses ICPE, c'est ce que je disais, elles ont obligation d'effectuer un suivi de leurs impacts sur les milieux naturels, donc l'eau, l'air et l'eau, alors que sur les sols, finalement, il n'y a pas d'obligation de suivi. Alors évidemment, quand les CPE, notamment d'activités agricoles, impactent directement les sols, ça va être l'arrêté d'autorisation va être spécifiquement tourné sur cette problématique. Mais ça n'empêche que, par exemple, sur les grosses CPE, ça prouve bien à quel point c'est un milieu physique qui est un peu délaissé par rapport aux autres. Et c'est ce qu'on retrouve notamment dans la distinction de la définition législative, où l'air et l'eau sont considérés comme les patrimoines communs de la nation, et les sols, c'est vraiment les termes de la loi, les sols y contribuent. Donc je trouve que dans l'exploitation d'une grosse SCPE, ça se montre in concreto, quoi, concrètement, cette distinction entre les milieux physiques, cette discrimination, si je puis dire, entre ces milieux physiques naturels. Donc voilà. Une partie du plaidoyer, ce serait que ce soit plus pris en compte dans les arrêtés préfectoraux d'autorisation, quoi. Et donc, je partage les dernières réactions. On n'aura pas forcément le temps d'y répondre, mais je vous invite, on les note et on essaiera aussi d'y apporter des réponses en direct, par message ou dans notre plaidoyer. Donc, est-ce qu'il y aura une réglementation pour un tonnage de fumier lisier maximum à l'hectare, vrai ou faux? Je pense que là, on est sur aussi des questions en lien avec la loi sur l'eau et autres. Donc, on n'a pas forcément eu ici le suivi de notre côté et que faire après l'exploitation d'une carrière, lorsque le site n'a pas été entièrement dépollué mais qu'il est racheté par une commune. Donc, Euh, justement, avec une première réponse sur l'acheteur récupère le passif du site et comme on le mais disait, on n'a pas de. Vas-y, Judith. ouais, alors normalement, l'État se substitue aux pollueurs. Lorsqu'il y a eu, du coup, il n'y a pas eu de dépollution ou pas entièrement dépollué, il y a un article du Code de l'environnement, je sais plus, je l'ai plus en tête, je crois que c'est L556-3 du Code de l'environnement, mais à vérifier ou bref, qui impose à l'État de se substituer pour dépolluer. Sachant, on sait très bien que c'est des sommes faramineuses dont il est question, que c'est très technique, etc. L556-3, Bien voilà. joué, bien joué. C'est ça, où en gros, l'État se substitue à la carence du pollueur. Donc, merci Judith. On peut clôturer sur ça, comme on le disait, le sujet de la dépollution, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément poussé dans ce webinaire, mais qui sera présent dans le plaidoyer, et qui est aussi un des sujets, la remédiation et la restauration des sols est un sujet important de la présentation de demain, 9h30, 10h sur les sols urbains. Pour celles et ceux qui veulent participer, donc le lien est toujours sur la page de l'événement ou si vous êtes inscrit, vous recevrez une invitation mail aujourd'hui à 13h. Donc, on touchera plus en détail pas forcément à la législation, mais plutôt aux méthodes de restauration des sols après pollution qui auraient été faites.
Donc, ça, c'est notre sujet de demain. Je vous invite également à participer. Et en attendant, pour celles et ceux qui seraient intéressés, donc, allez visiter le site www.tourdessolsvivants.fr qui reprend largement des sujets autour du sol pour comprendre et agir. Et puis pour ceux qui seraient intéressés de se voir en vrai et de participer à des ateliers, ce sera sur les 2 premières semaines d'avril et également en mai sur les week-ends, avant un événement de clôture en juin. Et restez en alerte, donc vous aurez le dossier complet, les plaidoyers le 16 décembre prochain. Donc je clôture cette matinée. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé. Et vous pouvez nous passer vos questions au besoin par mail. Merci à toutes et tous. Bonne Merci. journée. Au revoir. Bonne journée.